Bienvenue à tous. J'avais quelques difficultés techniques, comme vous l'avez compris. Bonjour Sean. Et puis bienvenue dans ce nouvel épisode de Vision RH par Elevo. Comme vous l'avez compris, aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet autour de la santé mentale. Je suis très content qu'on aborde ce sujet parce que c'est un sujet qu'on n'avait jamais abordé directement. Bien sûr, on en parle souvent dans nos webinars, mais jamais directement. Et comme d'habitude, on fait toujours appel à des experts du sujet. Et aujourd'hui, en plus, on a la chance vraiment de faire ce webinaire en partenariat avec Mocacare. Et donc, Sean, qui nous vient de Mocacare et qui a gentiment accepté cette invitation. Écoute, Sean, si tu as quelques minutes, et clairement, je pense que tu les as, vu que tu as accepté notre invitation, pour nous parler un peu de Mocacare et puis nous parler un petit peu de ton rôle chez Mocacare. Ouais. Bonjour Thibaut, bonjour tout le monde. Merci pour l'invitation. Ravi de prendre ce petit moment pour parler de ce sujet tellement important qui est de la santé mentale et sa corrélation avec la performance. Évidemment, j'en suis persuadé. Je suis un peu biaisé parce que je suis du coup le directeur commercial de Mocha.care. Pour vous décrire en 2 mots qui nous sommes, donc on se définit comme le partenaire santé mentale des entreprises. Très concrètement, on met en place des leviers efficaces contre la prévention des risques psychosociaux. Donc on a une application qui sensibilise, on fait des formations pour les managers et on donne accès à des praticiens. Voilà, donc on a beaucoup de clients très différents, de secteurs très différents. Mais donc ce qui sera important aujourd'hui, ce sera de définir des actions très concrètes qu'on peut mettre à l'échelle d'un individu, du management et d'une direction. Super. J'en profite aussi pour vous parler d'Elevo, du coup. Donc, Elevo, que vous connaissez sûrement si vous n'êtes pas là pour la première fois sur nos webinars. Nous, on est une solution de gestion des talents de bout en bout. Donc, ça part de la gestion de la performance, entretien annuel, feedback, objectif, le développement des collaborateurs avec la formation, carrière, compétences, l'engagement du collaborateur avec le sondage et aussi maintenant la gestion de la rémunération, surtout à l'heure de la transparence salariale. Très vaste sujet dont on a déjà parlé sur nos webinars. Si vous avez des questions autour de la transparence salariale, des nouvelles lois qui arrivent en 2026, je vous invite vraiment à aller sur notre chaîne, vidéo.elevo.fr. On en a pas mal discuté. Et donc, les sujets de santé mentale, pourquoi Elevo? On va en discuter. On parle de performance et de santé mentale, donc forcément, on est au milieu des deux. Mais on va voir aussi que c'est très lié. On a vu beaucoup d'expériences du côté Elevo, du côté Mocha.care aussi sur ces sujets-là. Et lors de la préparation avec Sean, vraiment, on s'est attardé sur se dire qu'est-ce qu'on peut préparer le plus concret possible pour vous partager des éléments. C'est pas la recette miracle, évidemment, hein, comme dans tous les sujets RH, on va voir que chaque sujet se mêle à beaucoup d'autres. Mais l'intérêt ici, c'est de partager des retours d'expérience, partager quelques conseils qui sont actionnables dès aujourd'hui, puis aussi des réflexions qui peuvent être ouvertes, etc. Je pense que c'est particulièrement important d'en parler aujourd'hui. On voit aussi qu'on a de l'instabilité partout en France, économique, politique, etc. Bien sûr, ça inquiète tout le monde. Et c'est justement dans ces moments-là aussi où il faut reposer les bases et puis aider aussi les salariés à se projeter sur l'avenir et faire en sorte aussi que le monde du travail, là où ce qu'on crée aussi comme environnement pour nos collaborateurs, soit un espace où on se sent bien. Alors, juste avant de commencer, je pense que, et c'est la première chose que Sean m'a dit en commençant, la dernière fois qu'on a préparé, c'est on parle de santé mentale, mais est-ce qu'on peut décortiquer un petit peu ce mot, d'où ça vient, etc. Donc, Sean, est-ce que tu peux revenir un petit peu sur santé mentale? Parce qu'on l'entend beaucoup et puis parfois ça Ouais. fait un peu peur, parfois moins. Enfin, donc, comment on voit les choses? Je sais que le terme santé mentale peut être perçu comme un peu cru, parfois même terrifiant, en tout cas dans le monde de l'entreprise. Donc je vais tout simplement reprendre la définition de l'OMS que je trouve précise et intéressante par nature. Donc l'OMS décrit la santé mentale comme un état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel. Et du coup, l'OMS départage le potentiel d'un individu en 3 catégories. La première, c'est sa capacité à gérer son stress dans sa vie de tous les jours. La deuxième, c'est travailler de manière productive. Et la troisième, c'est contribuer à sa communauté. Du coup, ce qui est intéressant, c'est que dans cette définition, on parle déjà du travail.
alors que beaucoup d'entreprises, notamment de direction, ne corrèlent pas directement l'environnement du travail avec la santé mentale du collaborateur. Ouais. Et en plus, quand on compte le nombre d'heures éveillées qu'on passe au travail, Ouais. finalement, sur une semaine ou même sur une année, ça paraît assez évident que c'est une partie intégrante quand même de la santé mentale de tout être humain et de tout travailleur, hein. Avant de commencer, on va vous parler de pas mal de stats, et cetera. J'ai vu ce chiffre aussi de l'IFOP récemment qui nous dit en 2025, 9 salariés sur 10, donc c'est pas une majorité, c'est une écrasante majorité, hein, 9 salariés sur 10 attendent des mesures concrètes de leur employeur sur la protection de leur santé mentale. Donc c'est un sujet dont les gens ont conscience maintenant et ça est devenu une demande explicite. Donc quand on parle de rétention, d'attractivité, qui sont plein d'autres sujets RH, la santé mentale est un pilier. On ne peut pas passer à travers. Je veux dire, aujourd'hui, quand on a 9 sur 10 qui en ont conscience et qui s'attendent à avoir des choses, c'est un sujet important. Et c'est aussi pourquoi on voulait le faire aujourd'hui. Et d'ailleurs, je vous donne une stat, mais construisons une autre stat ensemble. On va lancer un petit sondage justement sur ce sujet. Comment vous, de votre côté, vous évaluez votre capacité à repérer les signaux faibles liés à la santé mentale de vos collaborateurs? Donc, c'était un petit peu pour savoir comment ça se passe. Est-ce que c'est difficile ou tardif, faute d'un outil adapté? C'est ponctuel, mais sans méthode définie. Vous avez des données disponibles, mais difficilement exploitables. Ou vous avez une démarche structurée de détection et de prévention. Peut-être pour aider Pour moi, c'est à répondre à la question, je peux donner un exemple concret que j'ai vécu moi-même en tant que manager d'équipe commerciale. Euh, Ce qui est intéressant quand on est directeur commercial, c'est qu'on a une pression individuelle et collective qui est évidente. Ça ouais. se voit tout de suite, lorsqu'on ne remplit pas nos objectifs, on est tout de suite mis à risque. Et donc, un jour, je m'apprêtais à aller à un rendez-vous avec un membre de mes équipes en fin de trimestre. Donc forcément, c'est une période difficile pour le commercial. Et je le vois gesticuler sous sa table, avoir le visage totalement figé, à parler très très vite. Et là, je me dis, bon, bah, clairement, il est en train de tout mettre en place pour que le rendez-vous soit catastrophique. On dit souvent d'ailleurs qu'on perd entre 60 et 80% de nos capacités cérébrales lorsqu'on est dans un état de stress. Donc, j'ai compris hein, qu'il était trop tard, que c'était irrattrapable à ce moment-là, donc j'ai dû prendre la main sur le rendez-vous. Et derrière, on a pu en reparler pour l'outiller et faire en sorte qu'il soit 100% dans le moment présent. Et on parlera un peu plus tard des leviers qu'on peut mettre en Ouais. place. Et c'est une situation sur laquelle on peut tous s'identifier. Je pense que tu viens de dire sur la perte de capacité à un moment donné pour raison de stress, de mal-être, etc. On l'a tous vécu dans notre vie perso ou notre vie pro. Donc, et je pense que c'est aujourd'hui, c'est un constat. La parole s'est beaucoup libérée sur ces éléments-là. Maintenant, il est vraiment temps de passer à l'action. Je vous raffiche un petit peu les résultats du sondage qu'on a vu. Alors, félicitations à ceux qui ont des démarches structurées. Bravo. On voit aussi qu'il y a quand même une vaste majorité qui nous dit qu'il y a des repérages qui sont ponctuels, mais que ça manque encore de méthode. Et forcément, c'est difficile. On voit aussi 22%. Le deuxième choix, quand même, c'est un repérage difficile. Donc, c'est un petit peu l'idée. Aujourd'hui, vous n'allez pas avoir, à la fin de ce webinaire, une démarche structurée de détection et tout qui est en place. Par contre, l'idée, c'est qu'on vous donne plein de pistes, plein de choses actionnables pour vous mettre sur le chemin et puis pour attaquer cette réflexion et puis pour avoir aussi des arguments. Parce que aussi, parfois, là, discuter de santé mentale, il faut avoir quelques arguments pour ouvrir les autres au dialogue aussi, parce qu'on ne peut pas, en tant que RH, juste imposer des choses. Il faut embarquer toute la société. Et donc, c'est un peu l'idée aussi de cette discussion aujourd'hui. Alors, commençons un petit peu au début. Une bonne façon aussi d'embarquer, et je pense que et c'est exactement ce qu'a fait Sean dès le début, c'est de dire quand la santé mentale elle est pas au top, on va avoir la productivité, les capacités de production qui vont être impactées. Et d'ailleurs, c'est dans la définition de l'OMS que tu nous as donné, Sean, c'est être capable de faire du travail productif. C'est une des trois branches de la définition de la santé mentale, quoi. Et, et du coup, ben, revenons un petit peu sur ce sujet. On parlait de pourquoi on a besoin de ça en prérequis, pourquoi la santé mentale est un prérequis à la performance. Si on revient un petit peu sur toi, alors c'est plus que ton anecdote, ton retour d'expérience avec ce commercial, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui,
tu es capable de détecter ces signaux un petit peu plus tôt. Comment est-ce que tu t'y prends pour éviter que ces situations se reproduisent quelque part? Alors, bon, il y a une quantité industrielle de bonnes pratiques hein, à avoir, mais déjà, bon, moi, ma conviction numéro une, c'est qu'il faut responsabiliser les managers énormément à identifier ces signaux. Mm. En fait, souvent, la fonction RH se responsabilise pour pouvoir voir tout ça et tout solutionner. C'est une mission qui est impossible et donc le manager doit être un relais. Il doit pouvoir identifier et commencer à mettre en place des solutions de sécurisation, quoi. Alors, exemple très concret qu'on peut mettre en place et qu'on apprend en formation, ça va être de manière systématique, commencer des rituels avec des questions ouvertes pour laisser le collaborateur parler sur son état de bien-être. Alors, le réflexe numéro un que tout le monde a quand on démarre une conversation, c'est Salut Thibaut, comment ça va? Il faut savoir que 99% du temps, les gens vont répondre Bon, ça va. Et en fait, la conversation s'arrête là et hop, on parle affaires, exécution et tutti quanti. Alors que si la question change pour comment tu te sens, alors là, tout de suite, ça ouvre, et vous verrez, hein, c'est assez magique, à d'autres conversations. Et cette question, il faut les poser tous les lundis, une fois par semaine. Je ne sais pas quand est votre rituel. Et en fait, parfois, il y a quelque chose qui va remonter. Et là, dans ce cas-là, tout de suite, on rentre dans une conversation de solution. Alors, le manager n'est pas psychologue, hein, attention, il le sera jamais d'ailleurs. Mais par contre, l'idée, c'est de pratiquer une écoute active, donc écouter, pour ensuite voir si la personne est à risque ou non, et ensuite rediriger vers le service compétent. Donc, ça peut être Mm. une fonction RH, ça peut être un psychologue ou autre. Et je pense que c'est important de dire que on veut engager le manager sur ce travail-là, d'être à la détection un petit peu. Par contre, on peut pas demander au manager d'être aussi la solution. Mm. C'est pas son rôle. Et je pense que c'est bien de communiquer ça clairement parce que euh, tout le monde et enfin, tout le monde en effet n'est pas psychologue, ça c'est certain, mais être équipé pour gérer et pour accompagner quelqu'un qui a une difficulté à un moment donné, c'est pas directement le travail du manager. Alors certes, il peut le faire, etc. dans certaines dimensions, mais après, il y a toujours un travail, comme tu disais, d'accompagnement. C'est ce que vous faites aussi sur Mocacar avec la mise en relation avec les personnes adéquates. Oui, c'est autre chose qui est intéressant, c'est que bon, on peut dire à quelqu'un, bon bah, va sur YouTube, regarder une vidéo, lis des articles pour aller mieux, etc. En fait, une application n'a jamais sorti quiconque d'un état anxieux chronique ou d'une dépression un peu avancée. Donc c'est vrai que nous, on va toujours pousser à un moment donné de parler à un praticien. Ok. Une autre question, parce que je pense que c'est bien d'avoir des tips très très concrets. Mm. Comment te sens-tu? Très bien. Euh, Nous, une autre question qu'on pose aussi, alors dans des rituels qui sont peut-être moins fréquents que quelque chose d'hebdomadaire. Par exemple, si vous avez des entretiens au trimestre ou même au semestre, une question qui a beaucoup d'impact et qui marche beaucoup, c'est comment vous projetez-vous dans le prochain semestre? Quel est votre niveau de confiance Mm. pour aborder ce qui arrive? Et, et c'est intéressant parce qu'on ouvre la discussion de la projection du collaborateur Mm. sur les challenges à venir, etc. Et, et on fait appel un petit peu au sentiment du collaborateur sur sa confiance à venir sur ces Mm. sujets-là. Et c'est vrai que c'est aussi une manière de détecter très en amont les problèmes, Mm. parce que si on commence à voir qu'il y a pas mal de doutes, qu'il y a du questionnement, qu'il y a des craintes, etc., ben, au moins on peut commencer à les adresser avant que ça devienne des vrais problèmes qui prennent plus de place et qu'on rentre vraiment dans des enjeux de santé mentale. Et de toute manière, et c'est marrant parce que ça marche, c'est aussi performant pour les enjeux de santé mentale et de détection, mais aussi pour le business. Oui. Parce qu'en fait, on va aussi détecter les problèmes de, ah oui, moi, en fait, je suis pas très serein parce que je vois la charge de travail qui explose et je vois pas de recrutement dans les 6 prochains mois, quoi. Donc, même organisationnellement, c'est très important. Peut-être Voilà. un dernier conseil, Thibaut, que j'aurais à donner, et d'ailleurs que je donne, que ce soit à des fonctions C-level, leadership, c'est de savoir se vulnérabiliser soi-même.
En fait, si on arrive à dire que parfois pour nous c'est difficile, nos équipes le diront aussi beaucoup plus facilement. Donc si je donne un exemple, moi ça m'arrive, tous les lundis j'ai rendez-vous avec toute mon équipe commerciale et puis voilà, j'annonce ce qui va se passer pendant la semaine. C'est un moment où je suis censé énergiser, hein, surtout pour des Mm. commerciaux. Mais parfois, moi, j'ai pas d'énergie, en fait. Parfois, moi, j'ai passé un mauvais week-end et en fait, j'ai pas envie d'être là. Donc, je le dis pas comme ça, mais je me dis, bon, bah, aujourd'hui, c'est un peu plus difficile pour moi, j'avoue, pour des raisons qui sont les miennes. Du coup, bon, bah, je compte sur vous pour peut-être me donner de l'énergie aujourd'hui plutôt que peut-être l'inverse, quoi. Et en fait, ce qui est bien quand on ouvre la porte comme ça, c'est que du coup, les gens vont pouvoir commencer, ah bah moi aussi j'ai le droit de dire que je vais pas bien. Et en fait, Mm. moi, mon rôle, c'est le plus rapidement possible remettre un ou une collaboratrice sur les tracks de la performance, quoi. Parce qu'en fait, si on laisse un état un peu moyen vivre tout au long de la semaine, c'est une semaine Mm. perdue. Clairement. Et clairement, et je pense qu'en effet, d'avoir des non-dits et d'avoir un petit peu un aspect de façade, le ça va, oui, ça va, on enchaîne, et puis après, ah bah, très bien, on passe à la suite. En fait, et on rentre souvent dans ces sujets-là. Et on voit que c'est les débuts de tous les sujets de burn-out, hein. C'est des incompréhensions qui sont de plus en plus lourdes et des choses qui s'enfoncent de plus en plus d'une certaine manière. C'est un peu l'image que j'ai en tête, quoi. On commence à s'enfoncer dans le sable et on n'en parle pas, on sourit, etc. Mais une fois qu'on l'a jusqu'à la taille ou jusqu'aux épaules, ça devient de plus en plus dur de s'en sortir, quoi. Ouais. Et c'est vraiment tous ces sujets de santé mentale, alors que le travail en équipe, il y a vraiment ce côté où on a cette chance de ne pas travailler seul, d'avoir un environnement social, entre guillemets, quand on travaille en équipe et dans une entreprise, sur lequel on peut s'appuyer. Et on voit que nous, on le voit beaucoup, hein, c'est d'ailleurs un des critères des équipes qui performent, qui s'appelle, en anglais, c'est psychological safety, donc le fait de se sentir bien psychologiquement au sein de son équipe, et ben, ça ne se fait pas tout seul, ça se fait en effet en groupe. Donc, 100% d'accord, très aligné. Je récap. Poser les bonnes questions, essayez de ne pas rester en surface, et puis n'hésitez pas aussi à montrer vous-même vos vulnérabilités. Ça, c'est pas un aveu de faiblesse, bien au contraire, c'est plutôt de la franchise envers ses collaborateurs, et ça aide beaucoup, quoi. On le voit, on parle pas mal de performance. Je vous propose qu'on lance un deuxième sondage. Alors pour le coup, c'est toi qui nous l'as proposé, Sean, ce sondage. Et du coup, on va vous le lancer. Il va s'afficher à l'écran pour vous. Selon vous, quel est aujourd'hui le plus grand frein à la performance dans les équipes? Et ça, je pense que c'est intéressant qu'on en discute. On va vous laisser un petit peu quelques minutes pour y répondre. Mm. Alors, Attention, il y a des pièges dans les réponses, hein, attention. il y a des pièges. Donc, on commence à avoir les réponses qui arrivent. Ouais. Donc on voit que le manque de clarté sur les objectifs semble ressortir. Bon, je peux commencer à répondre. Le piège, c'est la surcharge de travail. Tu as dit d'ailleurs le gros mot juste avant de poser cette question qui est burn-out. Alors ça, c'est le mot qu'on utilise à tout bas, alors ce qui est diagnostiqué aujourd'hui. Et donc, souvent, on fait une corrélation directe entre j'ai beaucoup trop de travail et du coup, j'ai fait un burn-out. En fait, on a très vite compris que la charge de travail n'était pas forcément corrélée à une situation d'épuisement psychologique. C'est plutôt, en effet, des sujets de clarté et d'alignement. En fait, le plus gros déclencheur du burn-out, c'est une frustration, une non-reconnaissance, une incompréhension. En fait, quelqu'un qui est ravi dans son travail de tous les jours, qui a conscience d'atteindre ses objectifs, qui est félicité régulièrement, qui apprend et grandit dans une structure, cette personne peut travailler beaucoup en volume horaire, entre guillemets, quoi. Il y a des gens qui peuvent travailler moins de 2 heures par jour et faire un burn-out parce que l'environnement n'est pas du tout approprié pour il ou elle. Ouais. Et je pense que c'est une des grandes incompréhensions aussi autour du burn-out. Alors après, on a dit, on va parler de bore-out pour reparler d'un autre sujet qui est je me sens pas bien, etc. Au final,
pour moi, c'est à peu près la même catégorie. C'est qu'il y a vraiment une inadéquation entre ce qu'on aimerait faire, ce qu'on veut faire, ce qui est en train de se passer. Et la charge de travail est souvent un déclencheur qui fait que le bol Oui. déborde, mais pas exactement le sujet au centre. Et pareil, je fais un autre parallèle aussi, par exemple, sur ce qui est stressant au travail. Parfois, on dit souvent, ça me stresse, j'ai beaucoup de choses à faire, je suis plutôt stressé au travail en ce moment. Ce qu'on a pas mal vu aussi, c'est que les choses qui stressent le plus un collaborateur, je parle d'un collaborateur, mais je peux parler de moi-même, hein, Oui. les choses qui stressent le plus sont les choses sur lesquelles on sait qu'on doit agir et qu'on doit faire quelque chose, mais qu'on n'est pas en train de faire quelque chose aujourd'hui. Donc on sait qu'il y a quelque chose à faire, mais on n'est pas aujourd'hui en train de travailler sur ce sujet. Et ça cause du stress parce que, en fait, la problématique de l'urgence fait qu'augmenter. Le fait que des choses devraient être faites devient de plus en plus prendre de la place dans notre conscience et pour autant rien n'est fait. Et donc il y a un décalage qui se crée qui est énorme entre là où on voudrait aller et ce qu'on est vraiment en train de faire. Et c'est ça qui est le plus générateur de stress. On peut avoir aussi quand on voit des gens qui s'attaquent à des problématiques qui sont immenses, on va parler avec des chercheurs, par exemple, ils disent qu'il leur faudra peut-être des dizaines d'années et que peut-être même, dans toute leur expérience, ils ne trouveront pas la solution. Mais quand tous les jours, ils essayent de trouver une solution et que tous les jours, ils écartent une potentielle solution, il n'y a pas ce stress qui naît. Donc, je pense il faut bien faire attention justement à cet alignement de ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, de nos objectifs, de comprendre et du coup cet alignement et cette communication, quoi. Mais ce que tu dis est très difficile hein, à mettre en place. J'en ai conscience hein, que c'est une réelle gymnastique mentale de se dire, en fait, je n'ai pas d'influence aujourd'hui sur cet événement, je ne peux rien y faire, et donc je peux me concentrer que sur mon champ d'action et mon impact immédiat. Ça, c'est une pratique constante, et c'est aussi au management de parfois faire conscientiser ça à ses équipes. Ouais. Et donc, et pour ça, pour faire conscientiser ça, justement, euh, pour toi, c'est quoi les leviers les plus efficaces que tu vois? Est-ce que c'est la formation interne, externe? Qu'est-ce que tu as vu fonctionner? Bon, déjà, il y a deux choses. Il y a comment est-ce qu'on accompagne le manager pour identifier ça? Donc, c'est vrai que c'est des systèmes de plan d'action. Là, c'est de la vraie logistique de management, hein. C'est vraiment Mm. comment est-ce qu'on priorise une roadmap pour des profils plus juniors. Parfois, il faut aider à la semaine, et des profils plus seniors à l'échelle d'un trimestre. Après, le collaborateur qui est en souffrance de stress, qui est paralysé, alors là, il va falloir parler à un psychologue ou un thérapeute ou un coach pour souvent en fait prendre du recul par rapport à un événement. On en parlait aussi la dernière fois, mais souvent je me rends compte que je demande des tâches à des personnes et puis je vois qu'il ou elle a bossé 15, 20, enfin je sais pas combien d'heures sur quelque chose et je vois le résultat et en effet c'est super précis, la personne a pensé à tout, mais je demandais un dixième quoi. Donc là, ça veut dire que j'ai été peut-être pas suffisamment clair dans ma demande et la personne a fait un travail qui était beaucoup trop important, qui l'a mis dans une situation d'épuisement non nécessaire. Mm. Donc, Et non seulement cette situation d'épuisement non nécessaire pour créer ce travail, mais après, on peut aussi générer une frustration parce que derrière, quand on avait besoin que d'un dixième de ce qui a été fait, on n'utilise souvent qu'un dixième. Et donc, on va communiquer sans le vouloir un côté de 90% de ton travail ouais. était inutile ou est inutile. Donc cet alignement, il est hyper important. Et dans les méthodes de travail, qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on valorise? Et donc, c'est toute l'idée aussi d'avoir du feedback. Bon, au final, on parle toujours de tous les sujets RH en même temps, mais parce que on est sur une science humaine et qu'il y a beaucoup de choses qui se croisent. Et, et apprendre à se connaître et apprendre à savoir quels sont les attendus de ses collaborateurs quand on leur communique des tâches ou inversement de son manager quand il nous demande du travail, c'est hyper important. Euh, Moi, je vais vous donner une astuce sur ce sujet-là. Comment est-ce que je fais pour aider mes collaborateurs et mes managers à mieux travailler ensemble, mieux se connaître? Il y a un outil qui est hyper efficace, qui est le Feedback 360. Mais
pas avec des questions qui sont destinées à juger un collaborateur, à lui dire est-ce qu'il travaille bien sur ce sujet, est-ce qu'il est performant, est-ce qu'il a les compétences. On va plutôt être sur des questions du travailler ensemble. Et il y a des questions qui marchent très bien, qui sont qu'est-ce que la personne a fait dans les 3-4 derniers mois que j'ai apprécié ou qui m'a aidé. Qu'est-ce qui pourrait être fait différemment pour m'aider dans mon travail. Et quelles sont les choses qu'on pourrait arrêter de faire ou revoir un peu. C'est un peu l'idée du start, stop, continue, souvent qu'on phrase un peu différemment, parce que le start, stop, continue, c'est très anglo-saxon, très américain. Si on pose ça dans une culture française, souvent ça marche moins bien. C'est très puissant comme outil. Ça permet vraiment aux équipes de trouver les modes de travail de chacun. Ça apporte de la reconnaissance sur ce qui a été fait bien et on va encore appuyer dessus. Et ça permet de recalibrer aux endroits justement où il y avait une inadéquation entre ce qu'un attendait, ce que l'autre produisait, etc. Donc vraiment, c'est quelque chose, je vous invite vraiment à aller sur ce sujet-là. Ça peut se faire en team building assez facilement, etc. Ça peut se faire très bien à grande échelle avec des outils comme Elevo. C'est un des outils qu'on propose, le feedback 360. Et ça marche bien. Mais d'ailleurs, le moment idéal peut être la performance review pour avoir ces conversations. La performance review est un moment qui est généralement pas forcément préparé, qui peut être parfois terrifiant pour le collaborateur qui se prête au jeu. Terrifiant parce que c'est un moment de retour, terrifiant parce que c'est un moment où on peut parler d'argent et les gens ne sont pas forcément à l'aise avec ça. Alors que moi, j'ai toujours vu ça comme une opportunité de ressortir plein d'énergie avec justement des objectifs clairs et peut-être aussi une bonne pratique ici en performance review qui demande un petit effort managérial, mais qui est crucial, c'est comprendre quel est le driver du collaborateur en face de soi, donc sa source de motivation la plus profonde. Alors la mauvaise nouvelle, c'est que souvent tous les drivers sont très différents selon le collaborateur. C'est pour ça que ça demande vraiment un travail d'investigation, de trouver l'élément profond. Ça peut être par exemple avoir des charges de travail très analytiques ou avoir un impact sur la société et que les gens le voient. Ou alors démontrer qu'on a réussi à accompagner des collaborateurs. Bref, et le rôle du management à ce moment-là, c'est de tout mettre en place pour que à la fois cette personne contribue à la performance de l'entreprise, mais aussi qu'on contribue à son élément de motivation le plus sincère, qui est son driver. Ouais. Et je pense que c'est très important de rappeler que les drivers sont propres à chacun. C'est pas parce qu'on est commercial qu'on a un driver commun ou qu'on est développeur qu'on a le même driver. Et ça, pour le coup, c'est vraiment un travail, une responsabilité du manager. Pour moi, de bien comprendre les drivers des collaborateurs. Pareil sur l'entretien, parce qu'on va en parler, hein, si on parle de performance, on va parler aussi d'évaluation de la performance. Souvent, on se trouve dans une situation où il y a des choses qui peuvent être un peu plus inconfortables à dire ou à partager. L'entretien est le moment idéal justement pour amener ces sujets. Alors bien sûr, il faut bien le faire. C'est-à-dire que quand on apporte des sujets, il faut qu'on ait derrière des faits qui vont venir prouver un petit peu ce qu'on avance. Il va falloir qu'on montre quels sont les impacts, par exemple, s'il y a un mauvais comportement ou une mauvaise façon de faire les choses. C'est bien de montrer aussi c'est quoi les faits, c'est quoi les impacts sur l'équipe, sur la collaboration, sur le business, etc. Mais c'est un moment où il faut ramener tout ce qu'on a. Et il faut le faire aussi sur les sujets de santé mentale. Et c'est pour ça que je parlais un petit peu de comportement, parce que souvent, en fait, on détecte parfois la santé mentale dans le comportement. Et donc, le fait d'ouvrir ces sujets, en fait, on peut aussi être dans le feedback et pas que dans le reproche. C'est-à-dire que j'ai remarqué que tu avais tendance un petit peu à t'énerver quand on parlait de tel et tel sujet. D'où est-ce que ça vient? C'est pas très bien pour la collaboration. Et souvent, on peut découvrir aussi un enjeu de santé mentale qui était derrière ça et qui était un petit peu caché. Donc, profitez de ces moments vraiment pour ouvrir toutes les problématiques, parce que toutes les problématiques qui ne sont pas ouvertes, et ça marche, et d'ailleurs, ça marche au travail et ça marche dans la vie, hein, finissent que par enfler quelque part, et vous avez peu de chances que les choses qui soient glissées sous le tapis, quelque part, restent sous le tapis pour toujours, quoi.
Tout à fait. Et c'est intéressant parce qu'on dit souvent quand on fait un feedback, il faut enlever l'aspect émotionnel, comme tu viens de le décrire, avec des choses très factuelles. Et parfois, on n'a pas le choix de dire, bon, bah, en fait, voilà ce qui s'est passé ce jour-là, et voilà comment est-ce que moi, je me suis senti. Et ça, c'est très bien parce que du coup, on n'est pas sur le jugement de la personne, on décrit un comportement et on dit comment est-ce que il m'a impacté ce comportement-là. Et du coup, tout de suite, on remarque des positions d'empathie de son interlocuteur parce qu'en fait, il ou elle comprend qu'elle m'a impacté personnellement. Mm. Ouais. Et donc pour ça, évidemment, bien préparé des deux côtés, collaborateurs et managers. Donc ça, c'est aussi le travail des RH de faire une bonne communication autour de tous ces exercices d'entretien annuel, que ce soit même sur l'entretien professionnel où on parlait de la charge de travail ou ces choses comme ça. Faire une bonne communication pour vraiment pousser les gens à faire des bonnes préparations. Ça vaut le coup, c'est pas des pertes de temps. On le disait tout à l'heure, dans ces entretiens, on veut absolument aussi intégrer des dimensions autour de la santé mentale, poser les questions qui vont permettre aux collaborateurs d'aborder ce sujet et un peu d'ouvrir les boîtes. Ça, c'est aussi le rôle en tant que RH. On ne fournit pas une feuille blanche en disant faites un entretien. Donc à nous de bien structurer aussi nos questionnaires pour poser les bonnes questions, pour ouvrir les bonnes discussions. Et ça, c'est hyper important. C'est un sujet, je pense que c'est un des premiers sujets qu'on travaille avec nos clients, nous, chez Elevo, quand on met en place la plateforme, c'est de dire, revoyons ensemble vos questionnaires, comment ils sont structurés. Vous serez surpris le nombre de fois où on trouve des questions où le collaborateur, à la fin, il se dit, ah bah, ces deux questions, c'est les mêmes, j'ai un peu l'impression de répondre la même chose. Pas très utile. Ça arrive franchement très souvent. Euh, Nous, on a la chance d'avoir cette expérience, on accompagne nos clients là-dessus. Vous pouvez le faire aussi, challenger vos questionnaires avec quelques managers, etc. C'est vraiment important. Intégrer des questions qui vont parler de santé mentale, super important. La formation des managers, t'en parlais, Sean. Et d'ailleurs, je voulais revenir un petit peu à une question, parce qu'il y a Sophie qui nous demande, bah, justement, comment est-ce qu'on peut aider les managers à ne pas se sentir seuls face à la détresse d'un collaborateur? Mm. Parce que bon, ils la détectent, mais après, comment est-ce qu'on fait, quoi, concrètement? Ouais, bah, c'est très dur. Moi, j'ai déjà eu une collaboratrice qui est venue dans ma salle de one-one et qui a explosé en larmes. Donc, moi, j'étais jeune manager, j'avais 24 ans et sa mère était très malade. Du coup, bon, voilà, c'était quelque chose qui était en dehors du travail. Et là, j'étais à un niveau de je ne sais pas quoi faire qui était assez élevé. Et moi-même, j'ai ressenti de la tristesse et de l'empathie pour la personne. C'était Mm. un peu difficile. Et en fait, ce qu'on apprend dans les formations qu'on peut faire chez Mocha.care, c'est ce qu'on appelle déjà devenir un ambassadeur de santé mentale. Qu'est-ce que c'est qu'un ambassadeur de santé mentale? C'est quelqu'un qui sait d'abord prendre soin de sa propre santé mentale en tant que manager. Vous savez, on prend souvent l'image du masque à oxygène dans l'avion, qu'on doit d'abord se mettre à soi, avant de donner à son enfant, ce qui est très contre-intuitif. Ouais. Mais en fait, évidemment, il faut être dans une bonne posture pour pouvoir accompagner, première chose. Deuxième, comme je le disais, si cette personne, si j'avais dû réagir d'une autre manière ce jour-là, je l'aurais laissé parler énormément en lui demandant en fait de quoi elle a besoin et ensuite de me déresponsabiliser sur son bien-être psychologique parce que en fait ce n'est pas du tout mon rôle et ensuite de dire bon bah voilà, peut-être que tu as deux, trois options face à toi. La première, c'est parler à Sophie de l'équipe RH qui pourra peut-être t'accompagner avec cet accompagnement X ou Y. Moi, j'ai parlé à ce psychologue dans cette entreprise qui est super bien, qui m'a vraiment aidé. Et puis, 3 aussi, je pense qu'il faut toujours, si quelqu'un est dans un état de détresse très avancé, il faut la sortir, hein, de son environnement de travail. Cette personne ne va pas travailler dans tous les cas. Donc, penser à mettre en place une forme de pause. Mm. Et, euh, et en effet, enfin, et les managers, il faut leur dire que la structure existe. Parce qu'en fait, la première question, c'est est-ce qu'ils ont quelqu'un vers qui se tourner, hein, quelque part, Mmh. à qui ils parlent, quoi. Donc, en principe, ça va être vous, les RH, probablement. Et derrière, bah, il faut aussi savoir les accompagner. Euh,
On parlait détection des situations à risque, anticiper le plus tôt possible, etc. Ça reste l'enjeu majeur. Donc, que ce soit au niveau individuel, niveau managérial, on a parlé justement de ces éléments, un petit peu de ces rituels, les marronniers, l'entretien annuel, votre entretien semestriel, etc. C'est des très bons moments. On a parlé des one-one pour avoir une approche plus terrain qui est complémentaire. Hein. Je ne vous conseillerais pas de prendre l'un ou l'autre, c'est plutôt les deux, évidemment. Euh, Aujourd'hui, ce qu'on voit aussi et ce qu'on a commencé à développer, c'est d'aider avec la technologie. Je vois que Sophie avait mis une question aussi sur bah, est-ce qu'aujourd'hui, la technologie peut nous aider dans la détection, la prévention des risques? Oui, la réponse est oui. Après, comment on le fait et dans quelle mesure, c'est quelque chose sur lequel on veut faire très attention aussi. Parce que l'AI peut être vraiment une source et un outil qui nous aide sur ce sujet. Et typiquement, c'est quelque chose que nous, on a implémenté chez Elevo. On a une AI aujourd'hui qui est capable de lire les entretiens et de détecter les risques psychosociaux, démotivation, harcèlement, etc., etc. Euh, alors, bien sûr, une AI, elle n'est pas à 100% juste et parfois elle fait des petites erreurs, etc. Mais ce qu'on a observé, on a déployé cette technologie il y a un peu plus d'un an maintenant. Ce qu'on a observé, c'est que sur des entreprises, même de taille moyenne, mais aussi sur des grandes entreprises, on a entre 2 et 3% des entretiens qui ressortent avec des signaux potentiellement à risque. Et mine de rien, ça a apporté une vraie différence dans la vie des collaborateurs parce que quand vous recevez 500, 1000 entretiens, honnêtement, même si vous avez le temps de les lire, ça va être difficile de rester concentré sur 1000 entretiens pour arriver à détecter toutes ces choses-là. Par contre, quand vous retrouvez, quand l'outil vient vous flaguer 30 entretiens sur lesquels il faut passer un peu plus de temps, non seulement vous allez passer un peu plus de temps là-dessus, mais vous allez parler au manager et puis ça va déclencher une série d'événements qui va vous permettre un petit peu de dire ah bah j'ai un signal et puis j'avance. Donc les signaux en fait, faut pas se dire qu'on va trouver une solution et que ça sera notre détection de signal parce que les signaux ils sont multiples et donc il faut vraiment positionner à plusieurs endroits où est-ce que je vais pouvoir trouver mes signaux, mes rituels hebdomadaires, mes questions dans mes entretiens, mes managers qui sont bien formés, des outils aussi. Là on parle d'AI qui vient détecter les risques psychosociaux et il y a plein de façons de le faire. Je pense chez Mocacare aussi, vous avez aussi cette idée hein, de multiplier les potentielles détections. Oui, en fait, le sujet, c'est que les équipes RH ont une quantité de missions qui est très importante, un budget qui est limité. Et donc, en fait, quand on doit craquer un problème, notamment de santé mentale, c'est bien d'identifier vraiment la zone, la population qui est la plus à risque. Donc, dans une entreprise, je dis n'importe quoi, de 3000 collaborateurs, on peut avoir des équipes terrain, on peut avoir des équipes au siège, on peut avoir des équipes qui sont confrontées à des clients un peu virulents. Eh bien, on doit avoir une bonne lecture de quel est le niveau en fait de détresse pour pouvoir dire bon bah ok, ces 10 personnes-là ou ces 50 personnes-là, on doit les mettre autour d'une table pour les outiller et mettre en place les bonnes pratiques en fait le plus rapidement possible. Donc en fait avec Mocha, on a la possibilité d'avoir une lecture de quel est le type d'usage sur l'application, quel est le type de thématique ressortie avec les praticiens pour dire ok, il faut agir maintenant. Et bien sûr, tout ça est 100% anonyme. Hein, on ne va jamais dire aux équipes de direction que tel ou tel collaborateur a tel ou tel sujet perso. C'est pas l'idée. Ouais. Et donc, c'est vrai qu'on est sur des sujets qui sont toujours sensibles. Hein. On parle de santé, mine de rien, qui est un des sujets les plus confidentiels. Ouais. Encore plus quand on parle d'IA, parce que les sujets de santé avec l'IA sont catégorisés comme à haut risque, avec le nouvel IA Act qui arrive très rapidement. Donc, c'est des sujets qu'il faut très bien maîtriser. On a une question, par exemple, bah, tu viens d'y répondre partiellement, à une question d'Aurélie qui nous dit bah, comment est-ce qu'on gère la confidentialité des données personnelles, alors en lien avec l'usage de l'IA ou en lien aussi avec nos pratiques autour de la détection de la santé mentale, évidemment. Euh, Ça, c'est des sujets où vraiment il est important de bien s'entourer et de s'entourer de prestataires, justement, qui ont fait ce travail. Euh,
on ne peut pas demander aujourd'hui à une équipe RH de gérer ça directement. Donc aujourd'hui, quand j'entends beaucoup sur LinkedIn de ah, ben, on va construire tous nos outils nous-mêmes, de toute façon avec l'IA on peut le faire, etc. Mm. Le problème, c'est que est-ce que vous êtes capable de aussi générer tout l'environnement de sécurité, de conformité, de suivi, de la réglementation, de veille, etc. Et donc ça, c'est des fonctions que nous, on embarque côté prestataire. Vous le faites chez Mocha.care, on le fait chez Elevo aussi exactement. Et ces fonctions qui sont très encadrées. Par exemple, sur l'IA, je ne vais pas y revenir très longtemps, mais sur l'IA, on travaille, nous, avec Mistral, qui est un prestataire français, sur des modèles qui sont non entraînés, ou sur lesquels on n'entraîne pas avec les données des clients, avec de l'anonymisation, etc. Enfin, il y a toute une suite de procédures qui sont mises en place, qui sont assez longues, qui sont documentées, qui sont contractuelles avec le client. Donc voilà. Donc ça, c'est des choses très importantes et en effet, faut toujours garder un œil là-dessus, quoi. Oui, rien qu'aussi pour la confiance du collaborateur, qui doit avoir lui-même conscience de ça et du coup, il y aura un engagement qui sera tout autre s'il a confiance en la plateforme avec laquelle il s'engage, parce qu'il sait que c'est confidentiel, il dira plus ce qu'il pense, vraiment. Exactement. Encore une fois, et j'aime bien parler à chaque webinaire, parler de communication. De toute manière, il n'y a pas un sujet où on n'a pas l'enjeu d'avoir une communication qui est claire et une bonne communication auprès des collaborateurs. Et évidemment, ça en fait partie, encore une fois. On va essayer de conclure un petit peu, puis on va essayer de prendre quelques autres questions si on a un petit peu de temps. Il y a une phrase que je pense, je crois que c'est toi qui m'avais dit ça, Sean, et je trouvais ça super. C'était la question de, c'est pas une question de coût, c'est une question de culture de se lancer sur la santé mentale. C'est une question de mettre en place les bons rituels, etc. Et je pense que c'est aussi l'idée qu'on a portée aujourd'hui. On vous a parlé d'outils. Alors certes, bien sûr, il y a Mocha.care, il y a Elevo, c'est des solutions plus structurées, plus pérennes aussi, mais qui coûtent aussi de l'argent. Mais on vous a donné aussi un certain nombre de conseils qui peuvent être mis en place dès demain. Mmh. Et je pense que c'est aussi par là qu'il faut commencer. Et inclure dans nos formations managers, d'avoir ces questions, inclure les questions dans les rituels, inclure les questions dans ces entretiens. Vous faites forcément des entretiens. Donc, il y a tout un tas de choses qui peuvent être faites. Et comme d'habitude, je pense que sur tous les process RH, l'idée aussi est d'itérer. Plutôt que de se dire, ben, je vais beaucoup travailler, beaucoup potasser, théoriser pour lancer un process parfait. Mmh. Euh, N'attendons pas et commençons avec une première étape, une première mise en application d'un conseil concret. Ouais, tout à fait d'accord, on n'est pas obligé de mettre en place la semaine de 4 jours, demain parce que faire des changements, dramatiques et conséquents, voilà, si je devais faire une chose demain dans une entreprise, ce serait me concentrer sur, la population managériale, qui est de plus en plus, responsabilisée, ouais. Ok. C'est très clair. J'ai quelques petites questions qu'on peut prendre rapidement. Il y en a une qui nous demandait, puis-je avoir de nouveau la définition du burn-out? C'est pas, c'est toujours un petit peu, il y a des définitions qui sont différentes. Cherchez un petit peu là pendant le webinaire. En France, on parle de syndrome lié au travail hein, dans les textes. Donc, on parle d'épuisement professionnel. Si on revient plus à la définition de l'OMS qui aime bien catégoriser les choses, je trouve que c'est assez clair pour le coup. Ils disent que c'est un syndrome qui est le résultat d'un stress chronique au travail qui n'a pas été géré avec succès. Mmh. Je trouve ça hyper intéressant de se dire que en fait, le stress au travail, c'est quelque chose d'assez naturel à plein de moments. La question, c'est est-ce que ça a été géré avec succès ou pas? Et ils parlent de 3 dimensions. Sentiment d'épuisement, de manque d'énergie, c'est un des premiers qu'on voit. Un cynisme et un détachement mental vis-à-vis du travail, donc plus arriver à se connecter à son travail, et une réduction de l'efficacité professionnelle, ce qui paraît assez évident quand on a un sentiment d'épuisement. Mmh. Euh, Donc là, quand on voit ces signaux-là, c'est déjà presque trop tard, hein, d'où l'idée de faire de la prévention justement les bonnes pratiques dont on parlait, la clarté, trouver le driver, se faire des feedbacks 360, etc. Exactement. Là-dessus, je pense qu'on va conclure parce qu'il est déjà 46. Merci beaucoup, Sean, d'avoir participé en partenariat Mocaker et Levo sur ce sujet. Merci à tous de nous avoir suivis. On a pas mal de ressources. Hein. Je pense que vous pouvez aller et sur le site de moca.care,
ou le site elevo.fr. Vous allez voir qu'on a deux entreprises qui partagent pas mal. Et du coup, si vous avez des questions, je cherche des questionnaires sur ce sujet-là. J'aimerais avoir plus d'informations, j'aimerais creuser. Vous verrez que vous trouverez plein de choses sur nos sites respectifs en termes de ressources. Merci beaucoup Thibaut. Merci tout le monde. Bonne journée. Bonne journée à tous. Au revoir.